Bonjour, chronique BD aujourd'hui, manga de science-fiction plus précisément, avec deux volumes pour une fois de la série Gun. Donc le tome 7 intitulé La mariée était en acier et le tome 8 intitulé Chronique du Barjack, les deux dans leur édition originale en cours de publication chez Glénat, collection Seinen. Donc la BD originelle Ganmu date de 1990-1995. Ces albums ont été repris sous cette forme en 2013 et là c'était sorti en 2017 pour les deux tomes, il y a peu donc. Retour à Gun, le manga culte de Kishiro Yukito, avec ses tomes 7 et 8 dans l'édition dite originale. On se rapproche de la fin donc, le neuvième tome sera le dernier. Enfin, de la série Gun m'a proprement parlé, car depuis, l'auteur a commis deux séries liées. Tout d'abord Gun Last Order, dont je n'ai entendu dire que du mal, et Gun Mars Chronicle, dont je n'ai rien entendu du tout. Bon, ça on verra peut-être en son temps. Pour l'heure, Gun tout court. Après l'arc du Motorball qui avait failli avoir raison de mon enthousiasme pour cette BD, les tomes 5 et 6 avaient miraculeusement relevé le niveau. Le premier dans un délire mégalomane de destruction, le suivant en jouant la carte Mad Max à fond les ballons. Sans surprise, le tome 7, au titre improbable, mais pas moins que sa couverture du coup, de La mariée était en acier, reprend et poursuit ce dernier aspect que j'avais trouvé plutôt jubilatoire. Le tome 8 de même, ainsi que son titre de Chronique du Barjack le montre bien, mais en resserrant tout de même l'intrigue sur une trame globale un peu en retrait dans les autres volumes consacrés à ces Badlands archétypaux. Mais c'était peut-être pas plus mal. Le tome 7 introduit de nouveaux personnages aux côtés de notre héroïne, comme Lou Collins, une zalémite candide et nerveuse chargée d'assister la Tuned qu'est devenue Gali dans le volume précédent, et les deux femmes n'ont donc une relation à distance, ce qui ne la rend pas moins chargée d'émotions définitives, ou Koyomi, en fait déjà vu dans la BD, mais des années plus tôt. C'était le bébé que Gali avait sauvé des griffes ou de la langue de Makaku dans le tome inaugural. Depuis, Koyomi, avec son compagnon canin cybernétique Fury, est devenue une adolescente rebelle et débrouillarde avec une compulsion pour le pari qui peut la mettre dans les pires des situations. C'est Koyomi qui met Gali sur la piste d'un mystérieux individu du nom de Chaos, et je ne crois pas que spoiler ici, non, on nous le dit très vite, hein. Le bonhomme n'est autre que le fils de Destinova. Or, l'emploi de Gali en tant que Tune était directement lié à la traque du savant fou exilé de Zalem, même si notre combattante cyborg avait ses raisons bien à elle de retrouver l'amateur de flanc. Ido serait avec lui, ou bien le scientifique pourrait lui permettre, d'une manière ou d'une autre, de retrouver celui qui l'avait ramené à la vie, car Destinova serait en mesure de le ramener lui aussi parmi les vivants. Mais Chaos est un personnage à part entière, un curieux individu aux facultés hors normes. Incapable de parler normalement, il use pour se faire des ondes radio. Et oui, il a sa propre radio, Radio Chaos, qui, en dépit de cet intitulé intimidant, diffuse musique et réconfort de par ce monde dévasté. À tort ou à raison, il m'a pas mal rappelé le personnage de Walt Dangerfield dans le roman de Philip K. Dick, Dr. Blood Money, coincé en orbite et qui fait le DJ pour les survivants de la Terre. Les facultés étranges de Chaos ne s'arrêtent cependant pas là, car il bénéficie aussi d'un don de psychométrie qui lui fournit des informations autrement inaccessibles sur des humains ou des objets par le seul contact physique. Pour Gali, qu'il appelle d'emblée Yoko, souvenir d'une vie précédente, entreaperçu tout au bout de la piste de motorball, c'est particulièrement troublant. Walt Dangerfield tournait autour du monde, mais le monde tourne autour de Chaos, un monde en proie à la violence la plus terrible, dans ces terres dévastées où règne le Barjack, sous les ordres du titanesque et redoutable Den, qui en sait long sur Gali lui aussi. Bon, je vais pas vous faire un dessin, Kishiro Yukito est assurément plus compétent que moi dans ce domaine. Le Barjack, jusqu'à présent, avait surtout été présenté comme une bande de brigands, juste plus organisés et efficaces que les autres. Il semblait protester de ce que son action était toute politique, mais on avait du mal à le croire. Le double discours de Zalem à son égard n'arrangeait rien à l'affaire. Mais cette fois, à l'approcher véritablement, et à approcher son chef Den, l'idée d'un Barjack composé de résistants terroristes, ça dépend du point de vue, devient soudain plus crédible. Constat qui appelle à faire des choix, notamment en proposant toujours cette même question lancinante depuis le début de la BD, pourquoi se bat-on? Et plus précisément, pourquoi Gali se bat-elle? Dans la décennie précédente, c'est comme si elle avait laissé cette question de côté. Par lâcheté peut-être? Mais elle ne peut pas éternellement la contourner, surtout quand son entourage choisit de rejoindre tel camp contre tel autre. On connaît l'expression, si elle est généralement associée avant tout aux séries télé. En référence à un fameux épisode de Happy Days, on dit d'une série qu'elle saute par-dessus le requin, Jump the Shark, quand, à force de s'étirer en longueur, elle se retrouve amenée à user d'expédients grossiers pour tenter de préserver l'intérêt du spectateur-lecteur, en introduisant des rebondissements idiots qui ne font que souligner la vacuité de l'ensemble,
au point même parfois d'avoir un effet rétroactif sur la perception de la qualité des épisodes antérieurs. On a tous vu des séries TV confirmant ce fâcheux phénomène. L'an dernier, je me suis fait Penny Dreadful et surtout Vikings, dont la saison 3 saute par-dessus le requin avec une telle frénésie et un tel mauvais goût qu'on dirait un 110 mètres haie, avec autant de requins à la place des haies. Mais d'autres séries sur d'autres supports ne sont pas épargnées. Sans même parler des campagnes rôlistiques qui s'éternisent, je sais hélas de quoi je parle. Puisque nous causons manga ici, je citerai bien 20th Century Boys d'Urasawa Naoki, par exemple, série dont c'était d'une certaine manière ou en partie le propos, mais qui à force d'abus m'a littéralement écœuré. D'une certaine manière, on pourrait dire que Gun, depuis l'arc du Motorball inclus, a sauté par-dessus le requin à plusieurs reprises. Le scénario n'est peut-être pas le point fort de Kishiro Yukito au fond, et les rebondissements grotesques n'ont cessé de s'accumuler. Mais bizarrement, j'ai l'impression que, une fois la facilité du Motorball heureusement remisée de côté, cette outrance dans les rebondissements a bénéficié à la BD en fait. Le délire apocalyptique du tome 5 et les rigolotes Mad Maxeries qui affichent la couleur dans les tomes 6 et 7, je traiterai du tome 8 juste après, ont rehaussé l'intérêt de la BD, quitte à verser dans la caricature. Cela s'est d'ailleurs accompagné d'un changement de ton assez marqué. L'humour, discret dans les deux premiers tomes, plus encore dans l'arc du Motorball, a clairement pris davantage d'importance depuis, le tome 6 tout spécialement étant à vrai dire très drôle, même si pas que. Tendance qui se poursuit sur le tome 7 et tant mieux en ce qui me concerne, même si avec un gros fail, sur lequel je reviendrai un peu plus loin. Vous me direz à bon droit si ça marche c'est que le requin n'a pas été sauté. Tout à fait. Pourquoi alors employer cette expression? Eh bien, parce que dans ces épisodes jubilatoires, la trame de fond, comme l'univers décrit dans les premiers volumes et centré sur Kozutetsu, ont été envoyés aux orties, au profit d'une approche plus spontanée, décomplexée, mais qui ne nous l'auront pas probablement aussi un peu de l'expédient destiné à rallonger la sauce. En fait, il y a là quelque chose de plus global, je crois, le sentiment que, depuis le début, Kishiro Yukito ne sait absolument pas où il va. Le Motorball en témoigne, comme l'abandon de Kozutetsu. Là encore, dans les mangas évoqués sur ce blog, ça n'est pas forcément un cas à part. Je citerai bien Yamazaki Mali pour Termae Romae, clairement. Probablement aussi pour Pline avec Mikitori, une série que j'apprécie mais qui navigue un peu dans le flou, parfois. Bon, la différence ici, c'est que j'ai l'impression qu'il a unilatéralement décrété, Kishiro Yukito donc, qu'il n'en avait rien à foutre. D'où ces épisodes totalement décomplexés donc, et bien fun, oui. Non, Gun n'a pas sauté par-dessus le requin à proprement parler. Mais me concernant à ce stade, c'est un peu comme si la BD me braillait dans les oreilles qu'en fait ça peut être vachement marrant de sauter par-dessus le requin. Plus marrant que de raconter une histoire qui se tienne en tout cas, ou qui essaye de se tenir. Or, dans le tome 8, Kishiro Yukito se montre plus raisonnable. Et du coup c'est à mon sens un peu moins bon. Le cadre hors Kozutetsu demeure, mais la dimension Mad Maxienne est un peu mise en sourdine et surtout, le ton redevient globalement beaucoup plus grave à mesure que la trame de fond se manifeste plus bruyamment, quitte à recourir à de nouveaux expédients bien moins enthousiasmants que les délires comiques autant que bastonneux des tomes 6 et 7. Ainsi bien sûr des retrouvailles avec Ido, qui ne se passent pas comme prévu, nous dit-on. Sauf que si, en fait, on se doutait depuis un bail que si retrouvailles il devait y avoir, forte probabilité, ça serait exactement de cette manière. Mais Kishiro Yukito en rajoute dans la mesure où la séquence laisse entendre, aux surprises, qu'il y aurait un secret derrière Zalem, un truc forcément horrible, mais bien trop pour qu'on nous le dise là comme ça. La grande révélation est ainsi retardée, comme les retrouvailles l'avaient été auparavant. Mais sur un mode mollasson guère convaincant, tant pour le coup il pue l'artifice. Et fait redoubler d'une certaine manière par le rôle de Destinova dans cette affaire, le savant fou n'a guère plus que ses flancs pour se singulariser un chouïa. Bien sûr, ce surcroît de gravité se traduit par un autre aspect essentiel de ce volume, la guerre ouverte entre Zalem et le Barjack. C'est parfois intéressant, notamment via la focale de Koyomi, mais aussi avec tous les questionnements que les moyens et les fins de la lutte suscitent, sinon au sein du Barjack et chez Dan lui-même, du moins chez ceux qui assistent aux événements en spectateurs, en sachant toutefois qu'à ce stade ils ne peuvent plus se placer à une distance de sécurité. Toujours moins brigands, toujours plus résistants aux terroristes, les membres du Barjack prennent vie dans cet épisode, y compris un bonhomme fort étrange et un tantinet tout de même déconcertant. Mais nous savons au-delà que les dés sont pipés, nous le savions depuis le départ. Cela n'exclut pas quelques scènes finalement réussies, fortes, émouvantes, révoltantes. Mais nous pouvions aussi supposer que ces salauds de Zalémites avaient une idée derrière la tête concernant Gali, ou plutôt G1 et hop, tout est dit. La combattante cyborg se retrouve opposée à elle-même, un puis des doppelgangers les moins inattendus du monde. Ici, le scénario me paraît bien fainéant, usant de recettes convenues, exactement comme ce qu'il avait fait dans l'arc du Motorball, et c'est tout de même regrettable. Ce développement guerre enthousiasmant suscite tout de même un aspect plus intéressant, mais typique de ce que j'aime dans Gun depuis le départ.
La violence des combats dans ce monde passablement transhumaniste, où l'on dispose de pièces de rechange pour les membres et les organes perdus au combat, ou de toute autre manière, affecte de nouveau Gali, comme elle l'a fait à vrai dire à plusieurs reprises. La différence étant qu'en fin de volume, elle est toujours totalement déglinguée, sans que l'on voit bien comment elle pourrait y remédier avant de se lancer dans le grand combat final. Espérons seulement que Kishiro Yukito, là encore, n'usera pas d'un expédient malvenu. Alors oui, je sais, il en est parmi vous pour avoir déjà lu l'intégralité de la série dans ses précédentes éditions, et qui savent, mais chut, chut, s'il vous plaît. Maintenant, dans les bons moments comme dans les moins bons, il y a toujours quelques éléments un peu pénibles de manière générale dans ces deux volumes. La plupart sont récurrents depuis le début de la BD, encore que peut-être plus particulièrement sensibles dans les tomes qui précèdent immédiatement, que j'ai par ailleurs apprécié. Ainsi du catalogue d'armes et d'équipements, techno-délire abscon, chiant et creux comme du Shiro Masamune, et son corollaire, les techniques de combat non moins absconses en allemand parce que. Pire encore, mais toujours associé à ce qui précède, souvent, la mysticaillerie à deux boules à base de grandes leçons sur la vie et tout ça qui se trouve forcément dans le combat, parce que le combat c'est la vie, hein, comme nous le savons, et le disons avec emphase pour souligner l'incroyable profondeur de nos sages propos. Pitié. Mais un point, une fois de plus, appelle peut-être davantage de développement, et c'est le côté décidément, machiste de cette BD. Confirmation qu'une femme forte, ultra badass en premier rôle, ne prémunit en rien contre les beaufries sexistes. Ce que nous savons depuis fort longtemps, certes. Là encore, il se trouve des personnages pour reprocher, d'une certaine manière, à Gali de n'être qu'une femme, et pas du tout sur le ton de la blague ou d'une manière appelant à la critique, sans même parler d'une réponse verbale ou martiale de Gali elle-même. On peut faire avec les épisodes au cœur du tome 7 où Gali endosse une robe de mariée, qui lui est en fait imposée par Chaos. Il s'agit d'un délire graphique ultra référentiel qui fonctionne plutôt bien. Mais d'autres choses sous cet angle sont plus ennuyeuses, et notamment au tout début du tome 7, l'introduction du personnage de Lou Collins, littéralement la femme Barbara Gourde des nuls, mais en vraiment pas drôle du tout. C'est très lourd. Tout particulièrement quand la naïve Zalémite, gag improbable, croit que l'homme qu'elle suit pour se rendre à son nouveau boulot ne l'attire dans un endroit isolé que pour la violer. Oh oh oh. D'autres personnages féminins heureusement s'en tirent mieux. Enfin, surtout Koyomi, mais chez elle, c'est la dimension gamine irresponsable qui l'emporte de toute façon. Jasmine, la compagne de Chaos, aurait pu constituer un personnage plus digne et mature, mais sa jalousie très cliché la dessert et pas qu'un peu. Non, ô encarté du ministère de l'Homme, tant qu'on y est, je ne fais pas mon SJW Snowflake Castracteur Féminescule Truc, là. Mes camarades authentiquement SJW Snowflake Castracteur Féminescule Truc, ça les ferait bien ricaner, j'imagine. Je crois d'ailleurs que Féminescule est copyrighté. Je constate juste quelque chose qu'il me paraîtrait difficile de simplement balayer sous le tapis, tout particulièrement dans le contexte actuel. Ce n'est pas un appel au révisionnisme machin, comme ça n'était pas concernant Albator, qui pour le coup m'avait mis bien plus mal à l'aise encore à cet égard. Simplement, les temps changent. Et des trucs qui passaient inaperçus, car admis d'une certaine manière, ne peuvent plus toujours le faire, tandis que des trucs qui se voulaient drôles ne le sont plus vraiment, voire plus du tout. On va quand même finir sur une note plus positive, hein. Le dessin est au top dans ces deux volumes, encore que un peu moins à mon sens dans le tome 8 que dans le tome 7. Reste encore le 9, mais pour l'heure il m'apparaît très clair que la série atteint son plus haut niveau en matière de graphisme dans les volumes 5, 6 et 7. Contraste marqué avec les épisodes du Motorball dans les tomes 3 et 4, très fainéants au plan du scénario, mais aussi, je crois, au plan du dessin. Les tomes 1 et 2 étaient très bons sous cet angle, et le 8 l'est encore, mais les trois volumes que j'ai isolés me paraissent franchement bien meilleurs. Et ce, à tous les niveaux. Les scènes d'action très dynamiques, mais toujours très lisibles, les personnages aux traits appuyés, qui sont autant de merveilles de character design, la violence surréaliste des combats où le gore est traité d'une manière aussi particulière que pertinente, et également une dimension pas absente mais tout de même moins sensible dans les tomes précédents, à savoir l'humour. Ceci en dépit de Lou Collins, une fois de plus, même si la voir s'entretenir avec sa poupée kawaii de Gali ne laisse probablement pas indifférent. À ce stade, cela fait quelque temps sans doute que Gunn convainc avant toute chose pour son dessin, mais là on a atteint vraiment des sommets en la matière. Dans la majeure partie des cas, cela ne suffirait pas à remporter mon adhésion si le scénario ne suivait pas. Mais ici, les délires Mad Maxiens avec une louche de cyberpunk, même un peu futile, s'accommodent très bien de ce traitement graphique, et la synthèse cohérente des deux emporte mon adhésion. Ne reste donc plus qu'un dernier tome. J'avoue être aussi curieux qu'anxieux quant à la manière qu'aura Kishiro Yukito de résoudre tout cela. Cette anxiété me paraît fondée objectivement car la série a eu des hauts et des bas, et j'ai donc bien le sentiment que l'auteur ne savait pas forcément où il allait, à mesure que sa série phare rencontrait le succès auprès d'une horde de fans à satisfaire sur la durée. Mais il va de soi que je lirai la chose le moment venu, pas seulement pour conclure, car mon intérêt va bien au-delà. Mais chut, hein?
En l'état, le tome 7 m'a amplement convaincu, dans la lignée du 6e qu'il prolonge habilement. Le tome 8 m'a paru un cran inférieur, sans doute parce que la trame de fond ne me parle qu'assez peu, mais reste de qualité et donne toujours envie de lire la suite. La suite, et la fin, donc, à un de ces jours pour le tome 9.